Mesdames, Messieurs, mes chers amis, il est superflu de vous dire que j'ai moi-même grand plaisir à me trouver ce soir parmi vous et je tiens à en remercier chaleureusement les organisateurs de cette réunion. Nous allons effectivement, vous le rappeliez, dans quelques 10 ou 12 mois commencer à célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Ce n'est pas une mince affaire. Soyez tranquilles, on en parlera beaucoup et on ne nous marchandera pas les manifestations d'enthousiasme, d'allégresse et les louanges à propos de cette révolution. Je m'en suis entretenu d'ailleurs avec le président Edgar Faure, qui est un vieil ami, et à qui a dévolu le soin d'organiser les manifestations en question. C'est un homme érudit, et un homme qui sait ce que sont les nuances, et nous pouvons lui faire presque confiance. Bien sûr, il y aura de grandes manifestations le 14 juillet 89, on dansera, il y aura des feux d'artifice. Mais enfin, il sait de quoi il s'agit, il a écrit un très bon livre sur Turgot, et nous pouvons compter sur lui pour qu'il escamote la révolution de 89, plus encore celle de 93, et la suite. Il nous invitera à réfléchir sur les révolutions de l'avenir, autant que sur celles du passé, et sur les révolutions techniques, autant que sur les révolutions politiques. Ce qui est une façon tout de même de noyer le poisson et de ne pas trop s'attarder sur le pour et le contre de la Révolution française. Je m'y suis attaché en traitant, je dis tout de suite quand je parle de la Révolution, je prends pour point de départ 89, naturellement, mais pour point d'arrivée, je vous mets au défi d'ailleurs de me dire où serait le point d'arrivée, est-ce que c'est à la fin de la convention, du directoire, du consulat? En réalité, j'ai conduit l'affaire jusqu'à 1815, jusqu'à Waterloo, car il n'y a pas de discontinuité entre la Révolution et l'Empire, et ça ne coupe d'ailleurs que 25 ans, un tiers ou une moitié de vie d'homme, un bout de génération. Donc on peut difficilement dissocier la Révolution et l'Empire. Au surplus, Napoléon lui-même a convenu qu'il était la Révolution beauté, qu'il n'était qu'à signer dans le livre de la Révolution, et puis il a continué de bien des façons, en exécutant Cannibal ou le duc d'Enghien, ce qui était une façon de prolonger la terreur. Il a aussi corrigé la Révolution sur bien des points, il en avait besoin. Alors compléter, corriger, bref, le point de départ c'est 89, le point d'arrivée c'est 1815, et c'est cette période-là que nous allons embrasser. Alors, j'en ai traité sur tous les plans, en prenant, je vous dis, non pas du tout en refaisant l'histoire de la Révolution, qui est dans tous les manuels, en ne parlant absolument pas des événements de la Révolution et de l'Empire, ni des batailles, mais en faisant la balance sur le plan de la population, sur le plan du territoire, sur le plan de la culture, de l'enseignement, des arts, sur le plan juridique, sur le plan économique, problèmes agricoles, industriels, commerciaux, financiers, pouvoir d'achat, etc. Et je suis arrivé à cette conclusion que dans la Révolution, l'Empire, il y a eu quelques apports positifs. Il y en a eu, pourquoi le taire, mais qu'il y a eu aussi quelques méfaits qu'on ne peut nous passer la guerre sous silence et qu'il faut bien tout de même apprendre à connaître. Dans les bienfaits, ce que j'appelle entre guillemets les bienfaits de la Révolution, il y a par exemple, pour donner des choses qui sont de notoriété publique, disons le système métrique. Encore que le système métrique, il ait été mis à l'étude sous la fin de l'Ancien Régime et qu'on avait déjà commencé à prendre la mesure du méridien terrestre qui a permis de dégager l'unité de longueur et par la suite tout le système métrique qui en est résulté. Il y a aussi, bien sûr, le Code civil. Le Code civil qui a été une grande œuvre, accomplie dans un temps record. C'est une œuvre à certains égards admirable, qui a beaucoup vieilli, naturellement, qui est très dépassée, mais en fait qui a été adoptée par de nombreux pays en Europe et dans le monde. Mais nous ne pouvons pas oublier que ce Code civil, puisqu'il a instauré le partage obligatoire et égal des successions, a été l'un des grands éléments de la baisse de la natalité pendant le XIXe siècle et qui nous a valu le déclin de la France au XIXe siècle. Il y a aussi
j'en pourrais citer d'autres, mais la Banque de France. Et la Banque de France, c'est une institution qui, même si elle est en grève aujourd'hui, n'est pas méprisable et nous vaut le respect de toutes les banques centrales du monde. Mais enfin, la Banque de France, elle a été la conséquence d'une période monétaire singulièrement douloureuse, sur laquelle je ne m'étendrai pas, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de ça, on verra, encore que ce soit précisément exactement de mon domaine, c'est le problème des assignats qui ont ruiné une bonne partie des Français. Ah ben écoutez, de la Révolution française, ce qu'on dira par-dessus tout, pour se célébrer, c'est qu'elle a été à l'origine de la proclamation des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, on va nous le redire et nous le répéter en long et en large. La France est la patrie des droits de l'homme. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et c'est d'abord sur ce point-là que je veux m'attarder quelques instants. Les droits de l'homme ont été un article d'importation, et l'importateur en question, c'était Lafayette qui revenait des États-Unis. Ce sont les Américains qui, 13 ans avant la Révolution, en 1776, ont imaginé d'écrire, rédiger et lancer à la face du monde une proclamation des droits de l'homme. L'initiative a été prise dans l'État de Virginie, 1776, par George Mason, et dans cette déclaration des droits de l'homme, il y avait la liberté, la fraternité, l'égalité, et le droit au bonheur, pourquoi pas, et le droit de propriété, sur lequel les Américains insistaient beaucoup, et sur lequel la Révolution, elle aussi, a beaucoup insisté. D'ailleurs, cette déclaration de George Mason, elle était inspirée déjà par un précédent qui s'était déroulé en Angleterre 100 ans plus tôt, en 1688, 101 ans avant la Révolution, lorsque la dynastie d'Orange a pris le pouvoir en Angleterre, et on a rédigé à ce moment-là et lancé un Bill of Rights, qui a été à l'origine de l'initiative américaine, qui elle-même a été à l'origine de l'initiative française. Après l'État de Virginie, tous les États américains, tour à tour, c'était une mode, ont voulu faire une déclaration des droits de l'homme, et à l'échelon fédéral, il y a eu également, avec Jefferson, une déclaration des droits de l'homme pour toute la collectivité américaine. Et Lafayette a soufflé l'affaire à Mirabeau, qui s'en est emparé, et dès le mois d'août 89, nous avons rédigé en 13 articles, parce qu'on a fait tout de même beaucoup mieux, en 17 articles. On a fait beaucoup mieux que les Américains sur le plan du bavardage. Notre déclaration des droits de l'homme est certainement plus prolixe que celle des Américains. Voilà. Alors, nous ne sommes pas tout à fait la patrie des droits de l'homme. Nous n'avons pas à rougir, après tout, les droits de l'homme, c'est une chose très respectable. Mais des droits de l'homme, il y en a dans le monde entier. Aux États-Unis, il y en a eu, il y en a partout. En Russie, ils ont leurs droits de l'homme. Et mais il ne faut pas rire, ils ont le droit au travail, qui ne figure pas dans notre déclaration des droits de l'homme. Et en principe, comme vous le savez, mais ça dit qu'en principe, il n'y a pas de chômage dans les pays soviétiques. Les droits de l'homme, j'en parlais une fois avec Léopold Senghor. Il m'a dit, mais les droits de l'homme, pour nous, ce n'est pas la liberté, la fraternité, l'égalité. Pour nous, c'est de l'eau et un puits. Voilà les droits de l'homme fondamentaux. Et c'est vrai, il faut y penser. Les droits de l'homme, ce n'est pas toujours la même chose sous tous les climats, dans tous les pays. Mais en France, alors qu'est-ce que ça a été en 89? Là aussi, il faut bien préciser, de façon à ne pas s'aveugler sur l'initiative qui a été prise en août 89 avec ces 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mesdames, je dis mesdames, c'est bien la Déclaration des droits de l'homme, mais ça n'est pas la Déclaration des droits de la femme. Pas du tout. Il n'en a pas été question. La femme, ça ne comptait guère, sous la Révolution. Sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, la femme était reine. Frédéric II, parlant du Royaume de France, l'a dit, c'est le règne du cotillon. C'était le temps où régnait sur les esprits Madame du Défend, Madame d'Helvétius, Madame d'Holbach, etc. Et où les presque reines, c'était Madame de Pompadour, après, avant Madame du Barry, et après quelques autres. La femme tenait une place considérable dans la société du XVIIIe siècle. Avec la Révolution, tout change. La femme, elle ne compte plus, et dans le Code civil, elle ne comptera plus du tout. Il est convenu que c'est l'homme qui doit régner sur le foyer, et non pas la femme. On donne à l'homme des droits civiques, on ne les donne pas aux femmes. Il n'en est pas question. Et quand une délégation de femmes se présente à la tribune de la commune
en 1794, c'est le procureur Chaumette qui dit citoyenne, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici, retournez dans vos foyers, allez torcher vos gosses. L'expression est de Chaumette. Et vous n'avez rien à faire dans ce temple réservé à la sagesse purement masculine. Deuxième réserve, la Déclaration des droits de l'homme en 89, c'est la Déclaration des droits de l'homme blanc, mais pas du tout la Déclaration des droits de l'homme de couleur. Et aujourd'hui, comme chacun sait, l'homme de couleur compte autant ou plus quelquefois que l'homme blanc. On aurait une mauvaise grâce à se référer à la définition des droits de l'homme de 89. En 89, la déclaration elle est faite pour le citoyen français, et lorsqu'il s'agit par exemple des colonies de Saint-Domingue, qui a ses représentants à la Constituante, on précise bien, attention, hein, nous avons des esclaves, nous en avons besoin pour la production de sucre, de robe, etc. Et il n'est pas du tout question ni de les affranchir, ni rien du tout. Chacun à sa place. La Déclaration des droits de l'homme vaut pour nous, citoyens français de France, mais elle ne vaut pas pour les Noirs de Saint-Domingue. C'est une restriction qu'il fallait faire et qu'il faudrait rappeler. Je sais bien que la Convention, elle a par la suite affranchi les esclaves. Elle a affranchi les esclaves au moment où nous n'avions plus d'esclaves, puisque Saint-Domingue avait été raflé par les Anglais, et que c'était une façon de jouer un bon tour aux Anglais. Et ça n'avait aucune signification sur le plan pratique. Et lorsque nous avons par la suite recouvré quelques colonies, au moment de la paix d'Amiens, Joséphine, qui était créole, a bien insisté auprès de Bonaparte, et sans mal, elle a bien fait préciser que les esclaves reprenaient leurs conditions serviles, et que la Déclaration des droits de l'homme, à laquelle Bonaparte voulait volontiers se référer, ne concernait pas les hommes de couleur. Voilà, mise au point faite. Et je passe maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire au vrai bilan de la Révolution, au coût de la Révolution. Je commence par le coût démographique. Je vais passer rapidement, mais c'est tout de même important. Parce que la France, en 1789, était le premier pays du monde, de tous égards, mais elle l'était en particulier sur le plan démographique. Il n'y avait pas de pays plus peuplé, peut-être la Chine, dont on ne savait pas la population. On a su la population de la Chine que dans le courant du XXe siècle. La Chine était une grande inconnue sur ce plan terrain-là. Mais Chine mise à part, la France était la première nation du monde par sa population, avant la Russie, avant, bien entendu, avant l'Autriche, avant l'Espagne. Bien avant, l'Allemagne et l'Italie n'existaient pas, c'était une poussière d'État, et l'Angleterre était, sur le plan démographique, une toute petite puissance. Donc la France était le premier pays du monde, il y avait entre 27 et 28 millions d'habitants, et ça n'était pas rien. Alors, de ces 27 et 28 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on a fait sous la Révolution et l'Empire? C'est très simple, l'addition est faite, et elle ne soulève aucune contestation chez aucun auteur. Il y a eu 2 millions de morts. 2 millions de morts sur les champs de bataille, dans les guerres intestines. 2 millions de morts, pensez que c'était exactement le nombre des morts qu'il y a eu au XXe siècle en additionnant la guerre de 14 et la guerre de 40 pour la France. 1500 000 morts en 14, 500 ou 600 000 en 40, nous arrivons aux 2 millions. 2 millions de morts pour une population qui en 14 ou en 40 était de l'ordre de 40 millions d'habitants. Tandis que les 2 millions de morts de la Révolution et de l'Empire, elles affectent une population de, je vous le disais, de 27 ou 28 millions d'habitants. C'est dire que l'hémorragie était beaucoup plus considérable et beaucoup plus douloureuse. Cela dit, il faut être honnête et dire tout de même qu'en 1815, la France a terminé avec plus d'habitants qu'en 1789, avec près de 30 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que sur l'élan de l'Ancien Régime, la natalité était encore exubérante. Il y avait eu déjà, en fin d'Ancien Régime, quelques fléchissements de la fécondité féminine et de la natalité, mais c'était à peine perceptible, et ce sont nos démographes, nos sociologues d'aujourd'hui qui s'en rendent compte. À l'époque, on n'en avait pas très conscience. On savait bien que la France était la nation la plus peuplée et une des nations les plus prolifiques. Il naissait chaque année
1 million d'enfants, et d'enfants vivants, survivants. 1 million, ce qui, je le rappelle, se rapproche, est rapporté au nombre de 27 millions d'habitants. Alors qu'aujourd'hui, bien que nous ayons quelques 55 millions d'habitants, dont quelques maghrébins plus prolifiques que nous, la natalité ne dépasse pas 700 000, entre 700 000 et 800 000 naissances annuelles. 700 000, 800 000 naissances annuelles en 1987 et 1 million en 1789 pour une population sensiblement moindre. Voilà sur le plan démographique ce qui est advenu. Et ce que nous ne devons pas oublier, parce que ces 2 millions de morts sur les champs de bataille et dans les guerres civiles, ce sont des jeunes pour la plupart. Et ces jeunes auraient été prolifiques, ils auraient eu des enfants. Et la dénatalité française du 19e siècle, que j'imputais tout à l'heure au Code civil, ce qui n'est pas faux, elle a été due aussi en partie à cette hémorragie initiale, cette perte de substance que nous ont valu tous les conflits, toutes les guerres, civiles ou extérieures, de la Révolution et de l'Empire. Bilan territorial, je passerai rapidement parce que ça ne pose pas de problème, et là il n'y a aucune controverse possible. Il y a eu des gains, il y a eu des pertes. Et sur le plan de l'Hexagone, ce que nous sommes convenus d'appeler aujourd'hui l'Hexagone, les gains et les pertes se balancent sensiblement. Nous avons gagné, entre 89 et 1815, nous avons gagné Avignon, Montbéliard et Mulhouse, ce qui n'est pas négligeable. Nous avons perdu, car on a perdu aussi, surtout au traité de 1815, qui a été plus douloureux que le traité de 1814. Nous avons perdu sur la frontière du nord-est, nous avons perdu Sarrebruck, Saint-Louis, Landau, Philippsbourg, Marienbourg, un certain nombre de cités importantes, peuplées, qui balancent à peu près le gain que nous ont valu Avignon, Montbéliard et Mulhouse. Je ne peux pas en conclure que le solde est équilibré et que nous n'avons rien perdu du fait de la Révolution sur le plan territorial. Nous avons perdu notre empire d'outre-mer, ou tout au moins une large partie de notre empire d'outre-mer. Nous avons gardé la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Nous avons perdu dans l'océan Indien les Seychelles, l'île Rodrigue, l'île de France, qui est devenue aujourd'hui l'île Maurice, et qui est important. Et nous avons perdu dans les Antilles un bon nombre une poussière de petites îles et une grande île, d'une prospérité singulière. À l'époque, c'était Saint-Domingue. Saint-Domingue, qui était pour nous la fortune, c'était l'île paradisiaque. Quand nous avons perdu le Canada en 1763 et gardé Saint-Domingue, Voltaire se frottait les mains en disant: nous avons gardé l'essentiel, nous avons sauvé Saint-Domingue. Le Canada, ce sont des arpents de neige. Le Saint-Domingue, nous l'avons et nous le gardons et nous l'exploitons. Et Voltaire, qui avait quelques actions de la Compagnie des Indes et qui savait ce qu'il faisait, était bien décidé à se réjouir de la présence de Saint-Domingue dans notre patrimoine national. Saint-Domingue a été perdu. Perdu du fait de l'expédition malheureuse du général Leclerc, du fait de la révolte de Toussaint Louverture. Perdu, et aujourd'hui nous voyons ce qu'il en est advenu. C'était une île extraordinairement prospère. C'était vraiment le paradis de l'Atlantique et des Caraïbes. Et le prospère Saint-Domingue de 1789 est devenu 200 ans plus tard la miséreuse Haïti. Et je vais passer au bilan juridique. Il ne faut pas que ça vous effraie, car sur ces terrains-là, on peut dire beaucoup de choses, mais il est bon de faire le point, et le point avec quelques précisions, parce que ce sont des choses qu'on oublie généralement. On nous a apporté la liberté, l'égalité. La liberté, on pourrait en discuter, parce qu'on a mis la liberté avec un L majuscule sur les frontons des monuments. Ce à quoi tenait la Révolution, c'était à l'égalité. Et effectivement, elle a apporté l'égalité dans beaucoup de domaines, avec tous les inconvénients d'ailleurs que ça peut présenter, parce que
quand on nivelle toutes les têtes, on n'arrive pas nécessairement à un régime d'élite et de productivité. La première liberté qui a été conquise, et qui en réalité était une égalité, c'est la liberté du droit de chasse, l'égalité devant le droit de chasse. Ça paraîtrait une chose très mineure, c'est tout à fait sans intérêt. Mais c'est la première chose à laquelle les constituants ont pensé, après la fameuse nuée du 4 août, ce qu'il fallait, c'était le droit de chasse. Les Français étaient exacerbés de savoir que le droit de chasse était réservé aux seigneurs. Le seigneur, en réalité, était à Versailles, et le droit de chasse était exclusivement, ou à peu près, réservé aux braconniers. Mais c'est pas ça l'affaire. Ce qui comptait, c'était de pouvoir le donner à tout le monde. Et à la demande de l'évêque de Chartres, qui n'avait jamais chassé de sa vie, on a donné le droit de chasse, le 7 août, je crois, 1789, à tous les Français, qui en ont profité aussitôt. Je veux dire vraiment qu'ils n'ont pas hésité, et cette égalité devant le droit de chasse, qui leur permettait à n'importe quel manant d'égaler un hobereau, ils s'en sont servis tout de suite, et avec un grand renfort d'escopettes, ils ont tiraillé à droite et à gauche dans les forêts, dans le bois de Boulogne, la forêt de Montmorency, et partout dans toute la France, si bien que 8 jours après, il n'y avait plus de gibier en France, c'était terminé. L'affaire a été réglée, le droit de chasse était bien pour tout le monde, mais il n'y avait plus de chasse possible. Et si bien qu'il a fallu tout bonnement se rendre compte que ce n'était pas une solution, et qu'il fallait rétablir ce qu'on a appelé un permis de chasse, avec un droit de chasse, et qu'on a fait payer le droit de pouvoir chasser, ce qui a été fait dès l'année 1791. Il y a eu tout de même d'autres égalités conquises, et des égalités peut-être plus importantes. L'égalité devant le métier. On trouvait tout de même scandaleux que certains métiers soient réservés à des gens qui avaient des capacités particulières pour exercer ce métier. Et on s'en est indigné très vite. Il faut que tous les métiers soient ouverts à tous, ce qui paraît hautement logique, mais ce qui n'a pas fait exactement l'affaire des médecins. Car jusqu'alors, il y avait des écoles de santé, et il fallait présenter un diplôme pour avoir le droit d'exercer l'art de guérir. Scandaleux. Le droit de guérir a été dévolu désormais à tout le monde. Et n'importe quel Français ne pourra plus s'instituer médecin ou guérisseur. Le premier à s'en indigner, ça a été Marat, le responsable de l'Ami du Peuple. Et dans l'Ami du Peuple, Marat, il était fils de... Il était médecin lui-même. Il était fils de médecin. Et il savait tout de même à peu près de quoi il parlait. Et il a dit, mais c'est tout simplement absurde et dangereux de confier à n'importe qui le soin de vouloir prétendre guérir tous les gens. Il a protesté, on ne l'a pas écouté. Et l'accès à l'exercice de la médecine a été libre et est resté libre pendant de nombreuses années. C'est seulement vers l'an 1801-1802 qu'on a rouvert les écoles de santé, rétabli les diplômes et confié à quelques élus de la science médicale le soin de traiter et de guérir les Français. J'ajoute, j'aurais bien aimé pouvoir dire que la natalité, la mortalité a subi quelques dommages du fait de cet élargissement du droit de soigner, mais en fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas si la mortalité s'est accrue du fait de l'élargissement de la capacité de traiter les malades. D'autres métiers ont été ouverts, bien entendu, et on ne s'en est pas privé. Il en est résulté aussi quelques inconvénients, comme pour la médecine. Et il a fallu aussi assez rapidement rétablir quelques titres qui permettaient de sélectionner ceux qui étaient capables d'exercer un métier ou ceux qui n'en étaient pas capables. Les libertés ouvrières, elles ont été perdues. Et il y avait des libertés ouvrières sous l'Ancien Régime, ça s'appelait les compagnonnages. Les maîtres avaient des compagnons, et les compagnons pouvaient se réunir en compagnonnage, ce qui était une sorte de syndicat, et
ils pouvaient faire grève. Il y a eu des grèves sous l'Ancien Régime, dont certaines ont duré scandaleusement longtemps, les grèves dans le bâtiment et dans l'imprimerie. On en parle encore. Du Moyen-Âge jusqu'à 1789, il y avait des grèves fameuses. La Révolution, elle, n'admet pas qu'il y ait d'intermédiaire entre l'État et l'individu. Il ne doit y avoir aucune corporation, aucun syndicat. Le mot syndicat n'était pas employé, mais il y avait le mot syndic qui tenait lieu. Les groupements dirigés par des syndics ont été interdits, comme tout rassemblement d'ailleurs d'ouvriers ou de compagnons. Et à partir de la loi Tallard et de la loi Le Chapelier, les ouvriers ont perdu tout droit d'association et tout droit de conflit, de grève. C'est une conquête ouvrière qui a été perdue sous la Révolution, ce dont généralement la classe ouvrière n'a pas très conscience. Et c'est seulement sous Napoléon III que les ouvriers ont retrouvé timidement le droit de grève, et sous la Troisième République qu'ils ont recouvré le droit d'association et de se constituer en syndicat. Les libertés paysannes, elles ont disparu, elles aussi. La première des libertés paysannes, sur la quoi d'ailleurs il tenait beaucoup, c'était le droit de parcours, de libre parcours et de veine pâture. Ce qui signifiait que, après la moisson, les malades, les vieillards, les femmes, les enfants avaient le droit de glaner dans les champs ou de les grappiller les grappes après les vendanges, de façon à parfaire leurs besoins, leur nourriture. Et comme les instruments de récolte n'étaient pas très perfectionnés à l'époque, il y avait effectivement le droit de glanage comptait beaucoup. La Révolution, elle, tient d'abord à instaurer, à défendre la propriété. Oh, c'est pour une raison très compréhensible, c'est que, je vous en parlerai si j'en ai le temps, elle a émis des assignats, et que ces assignats devaient permettre d'acheter les biens nationaux, les biens de l'Église qui avaient été nationalisés, et ces biens de l'Église, il fallait en garantir la propriété à ceux qui les acquéraient. Car si on achetait des biens nationaux avec le risque de voir les anciens propriétaires les revendiquer, rien ne marchait plus. Non. Sous la Révolution, on décide une fois pour toutes que les champs, d'ailleurs, ils pourront être enclos, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime, ils seront enclos et on ne pourra plus y parcourir, les troupeaux ne pourront plus passer à travers les biens communaux ou autres, et tout doit être enclos, et il est convenu une fois pour toutes que la veine pâture et le libre parcours sont interdits. Les libertés paysannes, les dernières, les plus grandes libertés paysannes, disparaissent. Autres libertés encore qui ont disparu sous l'Ancien Régime, au moment où précisément on affirmait que la liberté devait être l'enseigne première du nouveau régime. Les libertés qui ont disparu sont les libertés locales, provinciales, municipales. La France de l'Ancien Régime était une constellation de franchises. Ça ne s'appelait pas des privilèges, ça s'appelait des franchises. Les quantités de provinces, elles avaient des statuts très différents, très particuliers. Elles avaient la Bretagne, l'Artois, la Provence, ils avaient leurs États. La Franche-Comté, le mot Franche-Comté dit bien ce qu'il veut dire. Ça veut dire que lorsque Louis XIV a conquis la Franche-Comté, la Comté, il a promis une fois pour toutes et par écrit que les Comtois garderaient leur franchise. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de fixer leurs propres impôts, de ne pas les payer au pouvoir central, ou d'organiser leur système de représentation à l'échelle provinciale ou locale. Il y a un pays que je connais bien qui est la Corse. La Corse a été conquise en 1769, 20 ans avant la Révolution. Et la Corse avait un régime il y avait la terre du commun, il y avait des podestats dans chaque village, et les Corses tenaient beaucoup à leur franchise. Et l'Ancien Régime a confirmé, bien entendu, des
1769, ses franchises aux Corses. En 1789, sur l'autel de la patrie, toutes les provinces viennent offrir, presque volontairement d'ailleurs, ça a été fait pour les Bretons, ils ont apporté, il y avait des députés bretons à la Constituante qui ont dit les libertés bretonnes, nous n'en voulons plus, on les sacrifie sur l'autel de la nation. Les Corses aussi. Les Corses ont renoncé à leur terre du commun, à leur podestat, à leur confrérie locale, et ils se sont alignés sur le droit commun. Les constituants qui représentaient la Corse ont crié nos chaînes sont à jamais brisées, exactement au moment où justement on enchaînait les Corses au destin national et où on allait faire d'eux, qui n'étaient pas des contribuables le moins du monde sous l'Ancien Régime, on allait en faire non plus des sujets mais des assujettis. Je vais passer au bilan culturel. Oh, je pourrais m'attarder longtemps, vous savez, sur ce terrain-là. Les lettres de cachet, ça mériterait aussi un long commentaire. Si vous voulez, on en parlera si vous me faites l'honneur de me questionner tout à l'heure. On reviendra sur des problèmes de ce genre. Car il y a une légende des lettres de cachet. Bon, j'en viens au bilan culturel qui est tout de même important, parce que c'est ce problème qui agite beaucoup M. Monory en ce moment. C'est le régime de l'école. On a toujours voulu faire des réformes, il a fallu faire des réformes. L'Ancien Régime, il a fait des réformes de l'enseignement, bien entendu. L'enseignement, il était prodigué sous l'Ancien Régime, je parle de l'enseignement à l'échelon populaire, à l'échelon primaire. Il était prodigué par les frères oratoriens. Les jésuites avaient été chassés du royaume, et c'est les frères oratoriens qui avaient leurs petites écoles. Il y avait des petites écoles dans presque toutes les paroisses de France, où on enseignait, c'était pas négligeable. Sous la fin de l'Ancien Régime, on sait très exactement par les contrats de mariage combien de gens étaient en mesure de signer ou bien de faire une croix. Voilà. Et on sait que la moyenne, c'était à peu près 40% de gens qui savaient signer. Ce qui était énorme par rapport au reste de la population européenne. Dans les pays d'Europe centrale ou autres, il y avait 2 ou 3% de personnes en mesure de signer leur nom. En France, c'était 40% et ça n'était pas négligeable. C'était plus, effectivement, pour les garçons que pour les filles. Enfin, la moyenne, c'était à peu près ça. La Révolution, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, elle annonce que l'instruction doit être désormais gratuite et obligatoire. C'est de saine conception à laquelle on ne peut qu'applaudir. Et dont on proclame que l'instruction et l'éducation, c'est le pain, le premier besoin du peuple, c'est aussi important que le pain. Voilà de fermes propos et de bons propos auxquels on ne peut qu'applaudir. Seulement la Révolution, elle commence par mettre à la porte, ou par envoyer à la guillotine, les frères oratoriens. Si bien que les enseignants disparaissent. Il n'y a plus d'enseignants. Il a fallu en recruter tant bien que mal, auprès de personnes qui étaient généralement parfaitement illettrées. Mais enfin, la plupart des écoles n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait plus de corps enseignants. Et il n'y avait pas seulement, on manquait pas seulement de corps enseignants, on manquait d'écoles. Les écoles, c'était les biens de l'Église. Les biens de l'Église ont été nationalisés dès 1789, dès août 1789. L'Église, tous les biens ecclésiastiques sont passés aux mains de la nation, qui se disposait d'ailleurs à les revendre pour en faire les biens nationaux. Alors il n'y avait plus d'école et il n'y avait plus de corps enseignant. Moyennant quoi, on applaudissait, on disait vive l'instruction. Le résultat, ce que vous pouvez penser, c'est qu'à la fin de la Révolution, je dis de la Révolution, pas d'Empire, à la fin de la Révolution, il y avait toute une classe de jeunes garçons qui ne savaient absolument rien, qui ne savaient plus. Il y avait d'ailleurs les livres aussi, ils avaient disparu, parce que les livres étaient soupçonnés d'être un peu pleins de religiosité, et ils ont été éliminés soigneusement. Alors il n'y avait plus ni maître, ni école, ni livres. Résultat, les Français n'étaient même plus capables de signer à leur contrat de mariage. Napoléon a remis les choses un peu en ordre sur ce plan. Il s'est intéressé surtout à l'enseignement secondaire parce qu'il y voyait une pépinière de soldats, d'officiers, et à l'enseignement supérieur, assez peu à l'enseignement primaire. En fait, même on a pu rouvrir des écoles en permettant aux frères oratoriens de revenir. Et
Il y a eu une génération, la génération de la Révolution, de 89 à 1800, qui a été privée d'enseignement. Par la suite, ça s'est à peu près rétabli. Enfin voilà tout de même le bilan sur le terrain de l'enseignement de la Révolution. Il n'est pas exactement aussi glorieux qu'on l'imagine à lire nos propres manuels scolaires. Sur le plan artistique, là, je n'aurais pas la cruauté de m'attarder, parce que vraiment, ça a été simplement désastreux. Il va de soi que la Révolution n'a pas eu le temps, ni le loisir, elle avait autre chose à faire et autre chose à penser, de construire des monuments ou des palais ou même de percer des rues. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, mais en revanche, pour détruire, elle a détruit. Et nous n'en avons pas très bien le sentiment, parce que ce qui a été détruit, nous ne le savons pas, enfin, je veux dire, nous ne le voyons plus. Nous n'avons pas le regret de dire, tiens, mais il n'y a plus de cette église, ce couvent, cette cathédrale, ce palais, ce château. Ben, on sait tout de même que le château de Marly a disparu, que le monastère de Coucy a disparu, que... Tenez, lorsque à la télévision nous voyons les courses devant le château de Chantilly, ben, c'est un ersatz, on l'a reconstruit après la Révolution. Le château de Chantilly, il a été détruit à la Révolution. Alors on l'a refait, on a l'impression que c'est l'ancien. Non, c'est pas le vrai château, s'il est faux. Alors, quand on voit à Paris la statue de Henri IV sur le Pont Neuf, ben, ce pauvre Henri IV, il a été abattu, et le bronze a été coulé, et, comme toutes les statues de tous les rois dans toutes les villes de France. On a refait une statue d'Henri IV. On a l'impression que c'est l'ancienne. Non, c'est pas l'ancienne. Elle a été refaite sous la Restauration ou la monarchie de Juillet. Ce n'est pas la statue d'Henri IV de l'Ancien Régime. Et il y a des quantités de choses comme ça. Les cathédrales, la cathédrale de Cambrai. Les habitants de Cambrai ne savent plus qu'ils ont perdu leur cathédrale à ce moment-là. On leur a donné une autre d'ailleurs, qui ne vaut pas l'ancienne. Et ainsi dans toute la France. Ça a été véritablement un désastre. Et lorsque Chateaubriand, en 1800, est revenu d'Angleterre, et qu'il a traversé la France, il avait débarqué à Calais, et il est arrivé à Paris, il a eu le sentiment de traverser un pays perdu, noyé sous les ruines. Et il est passé devant la basilique de Saint-Denis, où tout avait été pillé, où il n'y avait plus de toiture, où il pleuvait à l'intérieur. Et en 1800, c'était plus la Révolution tout à fait, on aurait pu penser que tout avait été remis en ordre, pas du tout. En 1800, quand il y a des visiteurs anglais qui viennent à l'occasion de la paix d'Amiens, pendant quelques mois, il y a eu quelques mois où ils ont pu venir pour acheter d'ailleurs des quantités de choses, des quantités de tableaux qui étaient à vendre, ils en ont profité, ils s'en les retrouvent dans les musées anglais ou chez les Rothschild. Le château de Versailles, il a été littéralement à l'abandon, et en 1800, on pensait que c'était une ruine, il menaçait, il tombait en ruine, il pleuvait à l'intérieur du château de Versailles, partout. Il avait été vidé d'ailleurs de tous les trésors qu'il pouvait contenir, qui avaient été mis à l'encan. On les avait mis aux enchères, exactement. Et un certain nombre de ces trésors peuplent aujourd'hui les musées du monde entier. On a remeublé Versailles, on a refait les tentures de la chambre du roi, etc. C'est pas les vraies tentures, c'est pas les vrais meubles non plus. Enfin, on les a refait, on a bien imité. Ce n'est jamais que des ersatz. On a acheté aussi de très belles pièces, il y a à Versailles de très beaux meubles, mais qui ne sont pas les meubles d'origine. On a remis là en pensant, tiens, ils feraient bien là, ils auraient pu être là. Mais les vrais meubles, ils ont été vendus en une année. Ça a duré une année, les ventes de trésors du château de Versailles. Oh, je ne m'appesantirai pas davantage. Si on a sauvé quelques églises, quelques cathédrales, c'est parce que, grâce au ciel, on ne savait pas quoi faire. Quelquefois, la cathédrale de Chartres, on avait résolu de l'abattre complètement. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de toutes les pierres qui vont encombrer les rues, on ne va plus pouvoir passer. La cathédrale de Chartres a été sauvée parce que, justement, elle était trop grande, elle aurait été trop monumentale, et un certain nombre de monuments ont été sauvés de la sorte. Le château de Chambord, pour les mêmes raisons. Mais d'autres ont disparu, d'autres ont été gardés, et ils ont été gardés parce qu'on en a fait, les églises des couvents, on en a fait des hangars pour stocker le foin.
ou des salles de bal, ou des bistrots, ou des salpêtrières. Moyennant quoi, tout n'a pas été perdu. Et on a pu, comme dit, de la sorte sauver Notre-Dame. Notre-Dame a été sauvée de la sorte. Encore qu'à Notre-Dame, on a la flèche comme à la Sainte-Chapelle. À Notre-Dame et à la Sainte-Chapelle, il y avait des flèches. Il y en a toujours d'ailleurs. Mais la flèche de Notre-Dame, elle est de Viollet-le-Duc, elle n'est pas de l'Ancien Régime. La flèche de la Sainte-Chapelle aussi. Ce sont des ersatz de flèches. Et vous ne savez pas pourquoi on a voulu abattre les flèches de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle sans attendre la destruction projetée de ces monuments, parce que c'était attenté à l'égalité et qu'il fallait tout niveler. Et c'est au nom de l'égalité qu'on a supprimé les flèches et les clochers, d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, en particulier, je précise, Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Voilà où mène la passion de l'égalité. Je vais sortir à un domaine qui est un peu plus le mien, mais qui n'est pas aussi grave que vous le penseriez peut-être, au domaine proprement économique. Et je commence par le problème agricole. Je vais passer très vite d'ailleurs, parce que tout compte fait, je préfère qu'on bavarde et qu'on fasse un dialogue plutôt qu'un monologue. Sur le plan agricole, en gros, ça s'est passé de la façon suivante. Les rendements ont été difficilement maintenus et ils ont plutôt baissé. Et en 1815, la terre de France produisait un peu moins qu'en 1789. Pour une raison bien simple, c'est que, d'abord, il y avait des biens qui avaient été nationalisés, confisqués, nationalisés, revendus, et que les acheteurs, c'était souvent des bourgeois ou des marchands qui n'étaient pas des paysans et qui se désintéressaient un peu de maintenir en culture des terres sur lesquelles ils ne vivaient pas. Et puis, la main-d'œuvre avait été souvent mobilisée. Les guerres de la Révolution, les guerres de l'Empire ont exigé effectivement des concours humains qui ont manqué au travail de la terre. Les chevaux ont été mobilisés également. La cavalerie était une grande dévoratrice des chevaux et la terre en a manqué cruellement. Bref, le bilan agricole a été négatif, mais pas profondément négatif, parce que une terre c'est toujours une terre, et les paysans français sont toujours assez malins, assez courageux d'ailleurs, pour faire rendre au mieux le bien dont ils disposent. Il y a eu des apports, et notamment le sucre de betterave, comme vous le savez, puisque nous étions coupés des Antilles, que nous n'avions pas plus le sucre de Saint-Domingue, il a fallu penser à autre chose. Le sucre de betterave a été inventé par un Français, mais en Prusse. Ce Français s'appelait Appert et il a Achard, je crois. Et il avait en Prusse suggéré de lancer l'idée qu'il pouvait y avoir, avec le travail de la betterave, le moyen d'obtenir du sucre. L'idée avait fait son chemin, Napoléon l'a retenu, Delessert l'a retenu, et en 1812, on a ouvert la première raffinerie de sucre de betterave en France. Et Napoléon a d'ailleurs retiré sa Légion d'honneur pour la mettre sur la poitrine de Delessert pour le récompenser. Ça n'a été que symbolique, et compte tenu de la date à laquelle ça s'est produit, le sucre de betterave n'a joué quasiment aucun rôle sous la Révolution et l'Empire. Mais enfin, l'idée avait été lancée et le 19e siècle en a profité. Le sucre de betterave a fait ce que vous savez, il a en tout cas réduit considérablement le prix du sucre, du kilo de sucre, dans des proportions considérables, et ça a été un apport indirect, involontaire de la Révolution. De même, quelques cultures de matière tinctoriale, de colorants, ont été instaurées ou répandues sous la Révolution. Il y en avait déjà sous l'Ancien Régime, enfin le pastel, la garance, etc. Le safran ont prospéré sous la Révolution et l'Empire, du fait du blocus continental qui isolait la France de ses apports d'outre-mer, de la cochenille ou de tous les colorants qui pouvaient venir des Indes ou des pays des épices. Et nos paysans ont produit effectivement un peu de ces matières colorantes. Voilà le bénéfice qu'il ne faut pas taire, que nous avons pu tirer de la Révolution et de l'Empire sur le terrain agricole. Sur le terrain industriel, là, c'est le blocus, lui encore, qui est le premier responsable. Le blocus a coupé la France de tous les apports d'outre-mer, mais il a livré la France au continent. C'est-à-dire que le cordon douanier instauré par Napoléon pour empêcher l'Angleterre de gagner de l'argent
par ses exportations. C'était un blocus financier plus qu'un blocus économique. En fait, ce blocus, il isolait nos industries et il a permis à quelques industries de se développer sous la Révolution et sous l'Empire. Oh, ça se développait timidement et dans les conditions que je vais préciser. J'ai suivi pour ma part, j'ai fait une monographie sur l'histoire de la maison de Wendel. Et les Wendel sont des Lorrains qui, depuis 1703, avaient une forge, ils étaient maîtres de forge, du côté d'Ayange et en Lorraine. Et la métallurgie française était prospère sous l'Ancien Régime. Elle pouvait concurrencer à peu près la métallurgie anglaise, qui cependant avait pris quelques avances techniques. En 1783, les Wendel ont demandé à un Anglais de venir leur enseigner l'art de faire de la fonte au coq. Les Anglais avaient trouvé cette formule, qui commençait à peine d'ailleurs en Angleterre à prospérer, mais qui pouvait rendre de très grands services, et les Wendel ont fait venir un certain Wilkinson d'Angleterre pour leur enseigner l'art de faire de la fonte au coq. Ignace de Wendel a fait l'expérience non pas à Hayange, non pas en Lorraine, mais dans un pays qui était quasiment inconnu à l'époque, un petit trou qui s'appelait le Creusot. Et là, il a édifié une usine, un haut fourneau. Et ce haut fourneau a produit en 1783-4 la première fonte au coq de France. C'était une expérience. Eh bien, cette expérience, elle a été reprise en 1824. C'est-à-dire qu'entre 1784 et 1824, il y a eu un hiatus de 40 ans, pendant lequel l'Angleterre, elle, a pris le large, pendant lequel la métallurgie anglaise, et d'ailleurs toutes les industries anglaises, se sont développées dans des proportions considérables, d'autant plus que l'Angleterre avait le monde pour client, ce monde qui lui réservait sa marine marchande, mais qui était maîtresse des mers, et que nous étions bloqués à l'intérieur de notre continent. L'Angleterre, elle, a pris un essor considérable sur le plan métallurgique, mais aussi sur le plan textile et dans bien des domaines, tandis que la France, elle, s'attardait sur ses anciennes techniques. Ce retard technique de 40 ans, nous le devons à la Révolution. Ça a été vraiment dramatique. Et c'est pourquoi, lorsque, en 1815, la monarchie a pu être restaurée, il a fallu que, très soigneusement, on élève des frontières douanières autour de la France, qu'un protectionnisme rigoureux isole nos industries des industries anglaises, parce qu'on n'aurait pas pu soutenir la concurrence, que ce protectionnisme frileux, il a duré quasiment tout le XIXe siècle, sauf sous Napoléon III, il y a eu une petite tentative de retour non pas à un libre-échange, mais à un allègement des barrières douanières. Et c'est seulement, il faut bien le dire, avec le marché commun du XXe siècle, que nous avons pu retrouver une liberté d'échange et un renoncement au protectionnisme auquel nous avait condamné la Révolution et l'Empire. Sur le plan commercial, je pourrais parler des routes, je pourrais parler... je vais m'en tenir au commerce extérieur qui, lui, bien entendu, a été mis à mal par le blocus. Nous avons été coupés du vaste monde. Seule l'Europe nous était ouverte, relativement. Et je dois dire que c'est la Belgique et les industries belges et la région de Liège, Verviers ou d'Aix-la-Chapelle qui ont profité de cet isolement et qui ont permis au commerce belge, au commerce rhénan de se développer, alors que notre commerce à nous, il vivait surtout de contrebande, et que les contrebandiers ont prospéré sous l'Empire, ça il n'y a pas de doute, et sous la Révolution. Ça a été l'époque bénie de la contrebande, mais non pas du vrai commerce extérieur. Et je me rappelle avoir lu dans Thiers qui est un enfant de Marseille, une description des quais du port de Marseille, qui était tout simplement à l'agonie. Les navires étaient désarmés dans le port de Marseille, dans le vieux port, et ils attendaient là, ils ont attendu des années sans pouvoir sortir du port. Les Anglais étaient au large, ils étaient aux îles de l'Érins, tout près. Et
les navires français ont été là, le commerce extérieur de la France a été ruiné, le commerce de Marseille tout particulièrement, j'ai tort de dire tout particulièrement, le commerce de Marseille, comme l'illustre la description de Pierre, a été mis à mal, mais les vraies victimes, ça a été bien davantage encore Bordeaux et Nantes. Car Bordeaux et Nantes vivaient de Saint-Domingue, et dès l'instant où il n'y avait plus Saint-Domingue, Bordeaux et Nantes ont été quasiment condamnés. Ils ont pris par la suite, bien sûr. Mais enfin, le commerce extérieur de la France, on sait les chiffres. Necker a fait un bouquin en 1785 sur l'administration de la France, et il donne tous les chiffres du commerce extérieur de la France, pays par pays d'ailleurs. Ce commerce extérieur, il était très important, il était le premier du monde à égalité avec le commerce britannique. En 1789, le commerce français était à égalité avec le commerce britannique, le premier du monde. Bon, après, il descend, il dégringole. Nous n'avons retrouvé le niveau de 1789 que vers 1825. Mais ce niveau de 1789, c'était un niveau qui était le premier du monde en 1789, mais qui n'était plus du tout le premier du monde en 1825. Il s'en fallait de beaucoup. Nous avions perdu notre suprématie commerciale sur le plan global, mais sur le plan relatif, nous ne pouvions pas non plus prétendre recouvrer le premier rang en 1825. Et aujourd'hui, vous savez que notre commerce extérieur, dont je rappelle qu'il a été le premier au monde en 1789, il est aujourd'hui disons le 5e ou le 6e ou le 7e, selon que on situe avant nous certainement le commerce américain, le commerce anglais, le commerce japonais, le commerce allemand, sans doute le commerce italien, on pourra en débattre. Bref, vous voyez, je nous situe au 6e rang à peu près. Nous sommes loin de notre premier rang, perdu en 1780. Oh, ben sur le plan financier, là, je ne vais pas m'apesantir, c'est le drame des assignats essentiellement. La Révolution, elle a été faite pour des raisons financières. L'Ancien Régime était déficitaire. Et il y avait une grosse dette en 1789. Nous n'avons pas à le taire. Une dette d'ailleurs dont on sait parfaitement l'origine, pour l'essentiel, et pour 2 milliards de livres tournois, ce n'est pas rien. Pour l'essentiel, c'était une dette due à la guerre d'Amérique. On avait été intervenu pour soutenir les indépendants américains et pour jouer un bon tour à l'Angleterre, on a bien fait. Mais le résultat, c'est effectivement, il avait fallu payer cette guerre, et nous étions endettés forcément, tellement endettés qu'il a fallu convoquer les États généraux. Et que les États généraux, ils ont été convoqués, on les demandait pour dire quelles ressources ils pouvaient procurer au Trésor public, et en réalité, ils se sont réunis tout de suite pour dire quelles ressources ils pouvaient refuser au Trésor public. Car de l'instant où on réunit tout de même des parlementaires, ils ont pour principal objectif de refuser l'impôt ou de le discuter plutôt que de l'accorder. En quoi ils défendent les contribuables, et c'est très gentil de leur part. Et le résultat, c'est que pour le Trésor français s'est trouvé réduit à néant. D'ailleurs, on a détruit tous les registres des octrois, toutes les recettes de la gabelle, les recettes des aides, les recettes de la taille. Le système d'impôt a été mis à mal. Il n'était pas si mauvais que ça. Calonne, dont on médit beaucoup, avait prévu un système de 20e qui n'était pas sot, et qui était un peu notre impôt sur le revenu. On y est revenu, on l'a redécouvert avec 100 ans de retard. Le résultat, c'est que la Révolution s'est trouvée sans ressources. Et que sans ressources, elle s'est dit, ben, qu'est-ce que je vais faire, comment vais-je m'en tirer? Mais si, j'ai des ressources extraordinaires, j'ai les biens de l'Église, que j'ai nationalisés et que je vais privatiser. Vous voyez que l'histoire soit nouvelle. Et en privatisant, eh bien, je vais récupérer quelque argent. Mais pour récupérer quel argent, puis entre-temps, il faut bien que je vive. Comment vivre? On a tout simplement fait de la fausse monnaie, on a fabriqué des assignats. Les assignats, c'était des petits billets, nous savons ce que c'est des billets aujourd'hui, mais à cette époque, on ne le savait pas trop. Il y avait eu une expérience au temps de la Régence, avec le système de l'As, qui avait mal tourné.
Là, ça avait multiplié la circulation par 6 ou 7, ce qui était scandaleux. Mais la Révolution, elle a multiplié par 40 la circulation des billets de la caisse d'escompte, qui existait juste avant elle. Elle a multiplié par 40 la masse monétaire dont pouvaient disposer les Français. Le résultat, c'est que les prix sont envolés, c'est que la misère, dans ces cas-là, la misère se généralise. Et il y a eu des drames affreux que consignent d'ailleurs très honnêtement les agents de police qui étaient chargés de surveiller l'état de l'opinion, de dire où on était, qu'est-ce qu'on pensait sur les marchés, etc. Et dans les registres qui sont consignés, c'est à la Bibliothèque nationale, on voit très bien tel agent qui dit tel jour on s'est élevé contre le prix des œufs, on s'est élevé contre le prix scandaleux de la farine, contre le prix du pain, et il y a eu des émeutes, et il y a eu des enfants qui sont morts, et il y a eu des femmes qui se sont suicidées, des femmes. C'est ça l'histoire de la Révolution. Avec un petit intermède, comme vous savez, en Thermidor, on avait, pour empêcher les prix de monter, on leur avait mis un maximum, c'est-à-dire qu'on avait bloqué les prix. On a reconnu ça depuis. Mais le maximum, on n'en avait pas bien l'expérience. C'était d'organiser le marché noir, c'était d'organiser le marché de ceux qui pouvaient se procurer des subsistances ailleurs que par des moyens officiels. La Révolution, en fin de compte, vous savez, c'est très simple, et ça se revoit avec toutes les histoires de corruption et de spéculation que j'ai pu étudier. Elle a enrichi les riches et elle a appauvri les pauvres, ce qui est tout de même un bilan, disons, discutable. Je pourrais vous dire aussi ce qu'il en a été de la situation des nobles, du clergé, du tiers-état. On en parlera peut-être ensemble si vous voulez. Il faut tout de même bien s'entendre sur le bilan final de la Révolution et celui qu'on va nous appeler à célébrer en 1989. Ce bilan pour la France, à n'en pas douter, il est négatif. Et je crois que les Français en sont maintenant très largement convaincus. On ne peut plus écrire ce qu'on écrivait au XIXe siècle, au temps de Lamartine, l'auteur chantre des Girondins, au temps d'Arquinet ou de Michelet. D'autres historiens sont passés par là, il y a eu une révision tout de même des valeurs, on sait tout de même à peu près à quoi s'en tenir maintenant, on n'oserait plus écrire ce qu'on écrivait naguère. Et moi-même, quand je ne fais pas des conférences de genre que devant des milieux déjà convertis aux idées que je professe. Non, je fais ça souvent dans des maisons de la culture, j'en ai fait à Vichy, au cercle Valérie Larbaud, j'en ai fait dans des Rotaries ou des organisations de ce genre. Et je suis surpris, lorsqu'on dialogue, lorsqu'on me pose des questions, je suis surpris d'entendre toujours, je dis bien toujours, les interlocuteurs dire mais vous avez été beaucoup trop indulgents pour la Révolution. La Révolution, elle mérite beaucoup, elle est bien pire que ce que vous en avez dit. Ça a été vraiment, voilà le ton dans des milieux qui ne sont pas des milieux monarchistes, qui sont de bons milieux républicains, démocrates, le courant. Voilà ce qu'on pense aujourd'hui. Et voilà sans doute ce que pense plus ou moins sans oser le dire à haute voix un garçon comme Edgar Faure qui sait à quoi s'en tenir. Mais alors si la Révolution est si dommageable et si on s'en rend compte pour la France, est-il bien nécessaire de la célébrer? Eh bien oui, moi je crois qu'il est nécessaire de la célébrer, je vais vous dire, parce que si la France en a souffert, le monde entier nous en est reconnaissant. Mais oui, car la Révolution a diminué la France et elle est à l'origine de l'existence même d'un bon nombre de nos concurrents. Vous voyez que l'Allemagne, elle est née de la Confédération du Rhin, l'Italie, elle est née de ce royaume d'Italie qu'on a ébauché avec Eugène de Beauharnais, et les mouvements de Zollverein en Allemagne, les mouvements de rassemblement qui ont abouti avec Bismarck à l'Empire allemand, et qui ont abouti avec Victor Emmanuel au royaume d'Italie, tous ces mouvements-là, ils ont été
stimulés par des organisations patriotiques allemandes ou italiennes qui sont nées après la Révolution, avec la Révolution, de la Révolution. Et nous sommes les auteurs, les responsables, et Napoléon III y a contribué d'ailleurs par la suite largement, nous sommes les responsables de l'unité allemande et de l'unité italienne. Alors il est tout naturel que les Allemands et les Italiens nous disent merci. Nous sommes responsables aussi de la grandeur de l'Angleterre, je l'ai dit, l'Angleterre a gagné sur tous les tableaux. Pendant la Révolution, véritablement pour elle, c'était pain béni, c'était une aubaine incroyable. On lui a mâché la besogne, sa métallurgie a pris un essor incroyable, son commerce extérieur a évincé le nôtre. L'Angleterre est devenue une grande puissance grâce à la Révolution et à la... C'est pas tout. C'est pas tout, l'Amérique. Qu'est-ce qu'elle est devenue, l'Amérique? L'Amérique, c'était des colonies espagnoles, c'était des colonies anglaises, c'était rien, l'Amérique. L'Amérique, toute l'Amérique espagnole a été, espagnole ou portugaise, a été séparée de la métropole de Lisbonne ou de Madrid du fait de la Révolution et de l'Empire. Il y a eu une coupure. Et à ce moment-là, les peuples d'Amérique ont conçu l'idée qu'ils pourraient très bien vivre indépendamment des subsides ou des prélèvements qu'opéraient Lisbonne et Madrid. Et les révolutions qui ont par la suite éclaté au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Pérou, partout, c'est le fruit de la Révolution française. Et les grands hommes de ces pays-là, San Martin, Bolivar, et au Mexique pareillement, ce sont des enfants de la Révolution. Et il est tout naturel que les Mexicains, les Argentins, les Péruviens, les Brésiliens nous en soient reconnaissants et viennent nous dire en 1989 « Merci bon Français, c'est à vous que nous devons un petit peu nos libertés ». Et voilà pourquoi on va célébrer la Révolution. C'est le succès, c'est le triomphe des autres, c'est pas le nôtre, voilà tout. J'en suis morfondu comme vous-même. Mesdames, Messieurs, j'ai longuement bavardé tout de même, je crois qu'il est temps tout de même de vous donner la parole. Si vous voulez, on va, le tout c'est de commencer, vous savez, après ça va aller tout seul. Y a-t-il des questions? Qui veut m'interroger, s'il vous plaît? J'ai laissé beaucoup de points dans l'ombre, vous savez, il a... Oui. Je vous pose une question concernant justement le Code civil. Il a été... La base du Code civil repose sur le fait que l'héritage n'est plus régi de la même façon que sous l'Ancien Régime. Oui, enfin, le Code civil, c'est aussi beaucoup d'autres choses, bien entendu. N'a fait qu'entériner d'ailleurs certaines décisions de la Révolution française de cet égard. Mais n'y a-t-il pas un effet économique pernicieux qui a été d'ailleurs ressenti tout au long du XIXe siècle et que nous ressentons encore aujourd'hui à cet égard? Eh bien, j'ai fait allusion un peu vite, effectivement. C'est parce que le Code civil a instauré le partage égal entre tous les héritiers, entre tous les descendants, en supprimant ce qu'on appelait le droit d'aînesse, qui était parfaitement arbitraire, mais qui avait une utilité économique. Le Code civil, de ce fait, est responsable de la dénatalité en France. Les Français ont pensé, dès l'instauration de ce système, mon domaine, ma terre, car c'était un peuple de paysans, les Français. Ils ont pensé, je ne peux pas partager ma terre également entre mes enfants, on ne va pas morceler la terre, ce serait absurde. Je vais me limiter à 2 enfants, ou à 1 enfant. Enfin, on a tout au moins freiné la natalité. Et c'est pourquoi le déclin démographique de la France s'est amorcé au XIXe siècle, en conséquence de l'Ancien Régime. Renan a très bien dit d'ailleurs, la France est devenue un pays de célibataires et d'enfants trouvés. Vous mettez au bilan positif de la Révolution la Déclaration des droits de l'homme. Oh oui, positif, entendons-nous. J'ai, comme vous remarquez, j'ai fait quelques réserves, hein, enfin. Je me demandais si c'était vraiment un progrès, étant donné que sous le roi très chrétien, ce sont les 10 commandements qui sont des droits positifs, et ce sont eux qui fondent les droits des citoyens, ce sont eux qui fondent les droits des familles, les droits des provinces. Sur un fondement beaucoup plus fort que sur une simple déclaration qui dit qu'il n'y a ni autorité qui ne découle expressément de la volonté générale, qui peut donc toujours changer, qui peut toujours retirer à l'individu, retirer à la province, retirer à la famille les droits qu'elle détient. En déstabilisant en quelque sorte les droits
des droits sociaux que détiennent soit les corps intermédiaires, soit les... Je ne peux qu'abonder en votre sens, effectivement. Les droits de l'homme ont contribué effectivement à diminuer, à contribuer à la disparition de tous ces corps intermédiaires entre l'État et l'individu. Il devait y avoir rien d'autre. Et l'individu, c'était une confirmation des droits de l'individu. C'était véritablement une déclaration individualiste. Non, mais disons pas, vous savez, les droits de l'homme, nous sommes tout de même des partisans de la liberté, ou de la liberté de la presse, par exemple, encore que la liberté de la presse sous la Révolution, j'aurais pu en parler longuement, vous savez, parce que... mais enfin, les droits de l'homme sur lesquels j'ai fait les plus expresses réserves quant à leur origine, et quant aux droits de la femme, et quant aux droits de l'homme de blanc et de l'homme de couleur, les droits de l'homme ils offrent surtout à mes yeux cet inconvénient de s'appesantir sur la notion de droit et oublier la notion de devoir, ce qui serait la moindre des choses, car nous avons des devoirs et on oublie de nous le rappeler. Mais sur ce terrain-là, vous savez, nous combattrons mal, parce que les droits de l'homme, ça fait très bien. Il y a une Ligue des droits de l'homme qui est puissante, hélas, et qui saura mettre en valeur cette déclaration, malgré vos observations. Le fondement, je ne conteste pas les droits de l'homme, le droit à la liberté de penser, le droit à la liberté de réunion dont nous profitons aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fondement me paraissait plus fragile sous l'empire de la déclaration des droits de l'homme que l'empire ancien du roi chrétien qui reconnaissait donc l'obligation de respecter. Oui, mais ces droits sous l'Ancien Régime, ils n'étaient guère connus, vous savez, ils étaient connus d'une élite, effectivement, et d'une élite ecclésiastique surtout, mais les Français, d'abord, ils s'en souciaient absolument pas, et ils n'en avaient guère une notion. On leur a donné la notion des droits de l'homme qu'ils ne soupçonnaient pas en 1789. Je ne suis pas sûr que ce soit un gros bénéfice. D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Dans votre livre, vous avez beaucoup insisté sur le génocide vendéen. Je pense que des études sérieuses, contemporaines, vont nous permettre, d'ici 89, d'accéder un petit peu mieux aux différentes archives de ce génocide. Vous citiez vous-même comme exemple, vous évoquiez les 2 millions de morts. Tous ne sont pas bien sûr du génocide vendéen, mais une grande partie des armées, des différentes armées, et puis des problèmes sanitaires aux armées avec tout ce que cela comporte. Je voudrais peut-être que vous développiez un petit peu ce problème-là, parce que je ne vous cache pas que je serais pleinement satisfait, et je crois un grand nombre de nos amis, qu'à partir du moment où, si les Français prennent conscience de ce génocide, il puisse se trouver en France un sentiment un peu de rejet vis-à-vis de la Révolution française, analogue à la honte que certains Allemands ont aujourd'hui éprouvent à la pensée d'actions qui ont été menées du temps des nazis. Je fais une analogie et je sais ce à quoi je m'expose lorsque je le dis. J'ai dit il y a eu, sous la Révolution et l'Empire, 2 millions de morts. Je fais un peu le décompte de ces 2 millions de morts et je rappelle que c'est un décompte qui n'est guère contesté. Il y a eu 400 000 morts sur les champs de bataille de la Révolution. Les champs de bataille, Jemmapes, Fleurus, bon. Il y a eu 1 million de morts sur les champs de bataille de l'Empire. L'Empire a été particulièrement cruel, très notamment la campagne de Russie et les guerres d'Espagne. Ce sont les deux charniers de l'Empire. Il reste entre 500 et 600 000 morts qui sont les morts des guerres civiles, et en particulier du génocide vendéen. La Vendée, sur la Vendée même, Ronald Séché, qui a fait un livre remarquable sur ce qu'on appelle la Vendée vengée, dont vous avez tous entendu parler ou dont vous avez pris connaissance, évalue à 150 000 morts les victimes de la Vendée proprement dite. Ce qui exclut la Bretagne, la Normandie, la Provence, et bien d'autres provinces où il y a eu aussi des désastres démographiques. En Vendée, c'était littéralement abominable. Nous avons effectivement toute la documentation possible sur les atrocités qui ont été commises systématiquement et volontairement. Ce n'était pas au cours de bataille. Il y avait des consignes toutes particulières pour égorger les femmes, les enfants, pour mettre de la dynamite dans le ventre des femmes, pour faire
écraser les hommes par les chevaux. C'était véritablement, on a mis le feu à des villages vendéens, comme on a mis le feu à Oradour sous la dernière guerre, comme on a mis le feu aussi pendant la même révolution à des villages corses qui étaient révoltés. Et le génocide vendéen, effectivement, c'est bien un génocide. Le mot génocide, lui, il date seulement de l'épisode douloureux d'Israël, des Juifs sous l'affaire d'Hitler. Là, effectivement, les Juifs ont redoutablement souffert. Il faut bien quand même s'entendre. Le nombre des Israélites qui a disparu, ils disent 6 millions de morts. Et à Jérusalem, quand vous visitez le musée de l'Holocauste, etc., c'est ce chiffre-là qu'on retient. Ouais, c'est le chiffre qu'ils disent, et nous n'allons pas le contester. Mais ces 6 millions de morts, le nombre des Juifs dans le monde est de peut-être 60 millions. Ça fait un Juif sur 10, et c'est abominable. Nous ne pouvons que nous indigner de ce massacre délibéré, lui aussi. Et pour la Vendée, la proportion est très supérieure à 1 sur 10. Il est resté à un moment en Vendée, il est resté 12 000 habitants en Vendée, et les généraux de la Révolution s'en vantaient, ils en étaient tout heureux. Et Hoche lui-même, à Quiberon, a fait massacrer d'un seul coup 900 Vendéens, 900 Bretons, 900 Chouans, pour le plaisir. C'était des prisonniers de guerre, et rien d'autre. On les a tout simplement massacrés. Et il y a à Quiberon un champ des martyrs. À cet égard-là, la Révolution est impardonnable. Mais, je dois préciser que le nombre des victimes de l'échafaud, de la guillotine, n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le penser. La guillotine, vous savez, c'est cet instrument qui a été inventé par le docteur Guillotin pour humaniser la peine de mort. C'était une façon comme une autre. C'était peut-être plus humain que la hache du bourreau, je ne sais pas. Bref, la guillotine a fait 35 000 victimes. C'est à peu près les chiffres auxquels on parvient actuellement. Le roi Ladurée et quelques autres sont d'accord sur cette évaluation. 35 000 victimes, vous direz c'est abominable et c'est beaucoup, tout en plus ce sont des victimes organisées, là, c'est véritablement des victimes juridiquement condamnables. En fait, 35 000, c'est tout de même relativement peu par rapport aux 2 millions de morts à l'hécatombe révolutionnaire et impériale. Il faut limiter, mesurer exactement ce que nous a coûté l'échafaud. Voilà, 35 000 morts. Il faut ajouter, bien sûr, les massacres de septembre, il faut ajouter, il y a eu d'autres victimes, les noyades de Nantes en particulier, c'est l'abomination des abominations, là, avec le sinistre Carrier. Mais à Lyon, ça n'a pas été plus brillant que Nantes. Les monstres qui y ont opéré. Messieurs, plusieurs mains se lèvent. Vous d'abord, monsieur, je ne vous oublierai pas après. Tout le monde n'a pas été ruiné par la Révolution. Dis donc. Tout le monde n'a pas été ruiné par la Révolution. Voilà. Et on a vendu les pierres de la Bastille à des prix astronomiques. C'est pas ça? Si, très vrai. C'est l'entrepreneur qui s'appelait M. Palois, P-A-2-L-O-Y, qui a organisé ce commerce. Et effectivement, il a débité la Bastille en petits morceaux. Et il a vendu les pierres, il a vendu un bon prix. Il est probable même qu'il en a un peu rajouté pour pouvoir faire fructifier son commerce. Mais quand vous dites qu'il y a eu des gens qui sont enrichis à la Révolution, c'est pas seulement ceux qui ont vendu les pierres de la Bastille, il y en a eu beaucoup d'autres. Et il y a eu effectivement des tas de profiteurs de la Révolution. D'abord, ceux qui ont acquis les biens nationaux, ils les ont payés avec des assignats qui ne valaient rien. Ça a été à la moyen de s'enrichir très facilement et très profitablement, parce que à la Restauration, on a confirmé la dévolution des biens nationaux. Et puis il y a eu tous ceux qui, j'évoquais les contrebandiers de l'Empire, du temps du blocus, ils ont fait des fortunes colossales. Les Rothschild, la fortune des Rothschild date de cette période-là, et il y en a eu beaucoup d'autres. Je répète, la Révolution et l'Empire ont enrichi les riches et appauvri les pauvres.